meneur de jeu est la première des 5 positions du basketball moderne. On parle alors de poste 1. Le poste 1, ou meneur donc, forme avec le poste 2, l'arrière, ce qu'on appelle communément la base arrière ou guards en anglais. Ce duo, généralement composé des 2 plus petits joueurs sur le parquet, est positionné derrière la ligne à 3 points. Comparé à ses coéquipiers, il évolue au large, soit le plus loin du cercle. À l'origine, lors de la préhistoire du basket, il n'existait pas réellement de distinction entre poste 1 et poste 2. Cette dichotomie est apparue plus tard, lorsque le jeu a pris sa forme actuelle et que chaque guard a commencé à se spécialiser. La montée de balle et la passe pour le point guard, le tir et le jeu sans ballon pour le shooting guard. Pour finir, il existe également une 3e dénomination de guard, le combo guard. Il désigne un joueur qui combine les attributs d'un meneur et d'un arrière, sans pour autant nécessairement coller à la description standard que l'on fait de ses postes. Exemple, Allen Iverson. Mais revenons à la position qui nous intéresse aujourd'hui, le point guard. Le meneur est un poste clé, peut-être même le plus influent du basket, car c'est à lui que revient la lourde tâche de diriger l'attaque. Il porte le ballon, dicte le rythme, annonce les systèmes et les met en œuvre. Outre-Atlantique, il est souvent comparé au quarterback du football américain, car comme lui, le point guard est amené à prendre de très nombreuses décisions qui auront toutes un impact crucial sur le bon déroulement de la rencontre. C'est un chef d'orchestre dont le rôle est de mettre ses coéquipiers dans les meilleures dispositions possibles, de créer les conditions du panier facile. Ainsi, il doit choisir quand et surtout à qui lâcher la balle. Il peut même, quand il estime qu'il s'agit de la meilleure option, décider d'y aller tout seul, quitte à parfois se manger un contre. Après tout, ce sont les risques du métier. Un bon meneur connaît le playbook de son équipe sur le bout des ongles, mais est également capable d'improviser. C'est pourquoi il est positionné dans l'axe de manière à avoir une vision de jeu la plus large possible. Le poste 1 doit toujours avoir un ou plusieurs coups d'avance. Il doit être en mesure de lire la défense adverse, de comprendre son fonctionnement, d'identifier et d'exploiter ses failles. Mais ce n'est pas tout. Il doit aussi faire preuve d'une connaissance pléthorique, quasi parfaite, des forces et des faiblesses de ses coéquipiers. Connaître leur spot de prédilection, savoir comment ils aiment être servis, au poste haut ou au poste bas, plutôt statique ou en mouvement, en l'air ou au sol. Ce sont autant de petits détails qu'un meneur d'élite se doit de maîtriser. En d'autres termes, le point guard est un facilitateur, un leader technique quand on ne lui demande pas carrément d'être un leader de vestiaire. Certains le décrivent même comme le relais du coach sur le terrain, ce qui explique que les entraîneurs entretiennent souvent des relations privilégiées avec leurs meneurs. Des relations parfois presque filiales. On peut penser à Isaiah Thomas et Chuck Daly, mais le meilleur exemple reste certainement Tony Parker et Greg Popovich. Ah ça, il s'en est mangé des soufflantes, notre Tipeee national. Mais c'était pour la bonne cause. À une certaine époque, il n'était pas rare d'ailleurs que les meneurs cumulent les jobs de joueur et d'entraîneur. Ce fut le cas de Lenny Wilkens, qui assuma cette double casquette avec brio lors de ses 3 dernières saisons en carrière. Bob Cousy aussi l'a fait, l'espace de 7 matchs avec les Cincinnati Royals. Mais ça, il préfère l'oublier. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le basket n'a pas toujours été un sport de grands. Dans ses premières années, il était dominé par les joueurs de petite taille, les fameux guards. Enfin ça, c'était jusqu'à l'apparition du géant George Mikan, qui du haut de ses 2,08 m a complètement redéfini son sport et ouvert le long âge d'or des big men. Cela correspond à peu près à la création de la NBA. À cette époque, les meneurs ne sont pas des franchise players. En l'absence de l'horloge des 24, leur rôle consiste principalement
à conserver la balle et faire tourner en attendant de servir le grand haut poste. On n'est clairement pas sur un basket très sexy. À ce petit jeu, Slater Martin, le meneur des Minneapolis Lakers, s'est particulièrement illustré. 5 fois champion NBA et 7 fois All-Star, Doogie a été l'un des coéquipiers emblématiques de George Mikan. Ensemble, ils ont contribué à dessiner le fameux axe 1-5 entre le meneur et le pivot, la colonne vertébrale autour de laquelle se sont construites la majorité des équipes NBA pendant quasiment 60 ans. Pour voir émerger le premier meneur star, il faut attendre la fin des années 50 et l'arrivée de l'immense Bob Cousy. Dans l'imaginaire collectif, le MVP 1957 incarne le prototype du meneur parfait, rapide, agile, pass first et blanc. Bah oui, aux États-Unis, la question raciale n'est pas à négliger, d'autant plus à l'époque de la ségrégation. Tout ça pour dire qu'il a profondément marqué son poste. D'abord, parce qu'il a été le premier en NBA à lui donner une dimension spectaculaire. On quitte le freak show à la Mikan pour un sport qui met en avant les prouesses techniques. Aujourd'hui, ses dribbles à une main et ses passes à l'aveugle peuvent vous paraître datés, et encore. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Ce style de jeu, on le voyait déjà chez les Globetrotters et les autres Black Fives, mais pas du tout dans le basket blanc et universitaire alors pratiqué dans la Grande Ligue. Avec la création de l'horloge des 24, Bob Cousy débarque à point nommé. Son coach, le légendaire Red Auerbach, met à profit son handle et son sens aiguisé de la passe pour théoriser le fast break, l'essence même du fameux run and gun. Le basket passe d'un sport statistique à un sport de mouvement fait de contre-attaque où le meneur joue évidemment un rôle central. Grâce au run and gun, les Celtics vont faire des ravages. Néanmoins, Bob Cousy doit attendre la draft d'un certain Bill Russell pour goûter à la première de ses 6 bagues. Eh oui, même avec un meneur MVP, le joueur le plus valuable sur le terrain reste un pivot. Leur association s'inscrit dans la continuité de l'axe 1-5. Un monstre à 2 têtes. Un meneur chef de l'attaque et un pivot père de la défense. À partir des 60s, Bob Cousy n'est plus l'unique meneur star de la ligue. 2 rivaux commencent doucement à lui faire de l'ombre. D'abord, Oscar Robertson. Grand et costaud, Big O apporte une nouvelle dimension physique au poste. Adepte du fast break, il préfigure ce qu'on appellera plus tard le all-around player. Bien qu'il demeure un excellent passeur, Big O bouscule les codes en devenant le premier point guard à atteindre les 30 points de moyenne sur une saison. Contrairement à un meneur classique, Oscar n'est pas spécialisé dans un domaine et peut à peu près tout faire sur le parquet. Il capte le rebond en défense, monte la balle, puis conclut par lui-même. Il noircit tellement les feuilles de stats qu'on le surnomme Mr. Triple-Double. À la même période, Jerry West fait les beaux jours des Lakers. Comme Robertson, le logo est un attaquant très prolifique. Première option offensive quasiment toute sa carrière, Jerry West est un ball handler dominant qui privilégie le scoring à la passe. Excellent shooter, à une époque où le concept de spacing n'existe pas encore, Mr. Clutch est l'un des pionniers qui contribue à déplacer progressivement le jeu de la raquette vers le large. Grâce à Jerry West, les petits ont désormais le shoot, une arme pour rivaliser avec les grands. On avance un peu dans le temps. Les années 70 constituent un laboratoire d'expérimentation fantastique dans l'histoire du basket. Et c'est d'autant plus vrai du côté de la ABA, la ligue concurrente de la NBA. C'est ainsi que Louis Dampier, le meneur des Kentucky Colonels, profite de l'instauration de la ligne à 3 points près d'une décennie avant qu'elle ne soit adoptée par la Grande Ligue, pour tourner à 7 tentatives de moyenne longue distance sur toute une saison. Des chiffres comparables à un Damian Lillard en début de carrière. Une anomalie. Qui dit 70s dit également Rucker Park et l'influence du streetball. Parmi les grands noms qui ont foulé le légendaire bitume d'Harlem, on peut notamment citer Walt Frazier,
le meneur titulaire des Knicks, double champion NBA. Un joueur considéré comme le meilleur défenseur extérieur de son temps. Un vrai pot de colle, mais aussi un attaquant extrêmement élégant. Autre habitué du rocker, Tiny Archibald contribue à donner ses lettres de noblesse au streetball. Pendant que Dr. J écrase les arceaux, le meneur de poche des Kings invente des moves toujours plus délirants et fait du 1 contre 1 sa marque de fabrique. En 1973, il devient le premier joueur NBA à boucler une saison en tant que leader en nombre de points marqués et de passes décisives délivrées. C'est à cette période que se développe la notion de scoreur triple menace. Des basketteurs, souvent de petite taille, à l'aise en pénétration, à mi-distance, comme derrière la ligne, comme Dave Bing par exemple. Désormais, les meneurs ne sont plus exclusivement vus comme des facilitateurs, mais comme des franchise players à part entière. Fini les années folles, les 80s marquent le grand retour du conservatisme. C'est tout aussi vrai dans le basket, où les défenses se resserrent et le nombre de possessions chute drastiquement. Et évidemment, les meneurs sont les premiers impactés. Les point guard scorers se font plus rares. On leur préfère des gestionnaires à la Maurice Cheek. Paradoxalement, c'est à cette période qu'apparaissent deux des plus grands meneurs de tous les temps. Isaiah Thomas bien sûr, et vous l'attendez tous, Earvin Magic Johnson. Don't even look. Magic was the only guy that I've ever seen really throw a no-look pass. You know, look at a guy, time him, look you off, and then hit that guy on the dime without ever looking at him. Watch him look one way and pass the other. That is amazing. On parle d'un meneur dans le corps d'un ailier. Un grand gaillard de plus de 2 mètres qui peut évoluer à absolument toutes les positions. Mener l'attaque, même depuis le poste de pivot. Une sorte de synthèse entre Bob Cousy et Oscar Robertson. On est sur le all-around player par excellence. Un proto LeBron James. Pour le poste de meneur, on peut affirmer sans trop se tromper qu'il y a un avant et un après Showtime. Avec Magic, 2 idées émergent. Numéro 1, un bon meneur est d'abord un facilitateur. Numéro 2, l'organisation de l'attaque ne revient pas forcément au poste 1 ou aux joueurs de petite taille. So he found an incredible desire to want to play basketball and play it at its fullest, and I think it manifested itself. C'est la décennie des pass first players et des meneurs au look d'experts comptables. Au premier rang desquels, on retrouve l'éternel John Stockton ou encore le trop oublié Mark Price. 2 joueurs qui font du tir à 3 points une arme importante de leur arsenal. Particulièrement Mark Price, qui en 1993 intègre le club très fermé des 50-40-90. And so we go back out. Mark Price hits another 3. Quick call, timeout, come to the bench. Chuck goes, Mark is killing you, Isaiah. Like, you got to do something. I say, hey, Chuck, listen to me. I know he's killing me. The 20,000 people in the arena know he's killing me. My teammates knows he's killing me. Can you tell me something that's going to help me right now to stop this dude from killing me? À partir de là, on observe un schisme. Avec d'un côté, les meneurs gestionnaires qui continuent à faire leur petit bonhomme de chemin avec Jason Kidd ou plus tard Rajon Rondo. Et de l'autre, des combo guards qu'on commence à dissocier des meneurs dits traditionnels. Car ils ne rentrent pas tout à fait dans l'idée préconçue qu'on se fait d'un poste 1. Principalement parce que ce sont avant tout des scoreurs, des joueurs très skillés qui proposent de plus en plus d'isolation. C'est le cas de Tim Hardaway et son killer crossover. Ou The Answer, Allen Iverson. Mais ce ne sont pas les seuls. On peut aussi citer Baron Davis, qui est peut-être moins connu, mais qui a tout de même régalé les fans avec ses highlights. Ce qui est sûr,
c'est que les années 2000 sont extrêmement fournies en matière de meneurs. Et si on ne devait en retenir qu'un seul, ce serait certainement Steve Nash. Nice job, Steve Nash. 30 tip time. Nash goes in. If you look at the score, they're not up that much. How about that pass? Comme Bob Cousy en son temps, le double MVP avec les Suns profite des changements de règles mis en place par la NBA, notamment l'abandon du hand-checking pour remettre le run and gun au goût du jour. Son coach Mike D'Antoni va même plus loin en instaurant la notion de spacing. Le jeu s'écarte à nouveau. Il y a plus de tirs à 3 points, plus d'espace, plus de possession. On entre dans une nouvelle ère, celle du small ball. C'est la fin de l'âge d'or des big men. Ce sont désormais les guards qui font la loi en NBA. Cette tendance se confirme et s'intensifie au cours des années 2010, qui constitue véritablement l'apogée des point guards. Cela coïncide avec un regain de popularité inédit autour du basket et de la NBA. Un nouvel âge d'or auquel les meneurs ont largement contribué, que ce soit Steph Curry et ses 3 points en première intention, Russell Westbrook et ses tomards de zinzin, ou encore James Harden et son step back, ils ont rendu le jeu plus sexy. C'est encore plus vrai pour le chef, qui a révolutionné le basket en faisant disparaître toute notion de distance. Et puis voir un petit bonhomme. Bon, petit, on se comprend. En tout cas, petit pour la NBA, pas spécialement costaud. Un monsieur tout le monde, avec une bouille d'ange, mettre à l'amende des titans et dominer la ligue uniquement grâce à son talent et son travail, c'est l'histoire parfaite. Maintenant, les jeunes basketteurs en herbe ont envie de jouer meneur, d'avoir le cross de Kyrie Irving et shooter du logo comme Lillard. Comment leur en vouloir ? Ce sont eux, leurs super-héros. Et pourtant, à écouter certains fans, il semblerait que les point guards soient menacés. Selon eux, Papy Chris Paul et à la rigueur son héritier, Tyrese Haliburton, constitueraient les derniers des Mohicans d'une espèce en voie de disparition. Mais ces fans se trompent, car la position de meneur ne s'est jamais aussi bien portée. Elle a seulement évolué. Elle s'est adaptée au basket pratiqué en NBA. Ce n'est pas Luka Doncic qui va dire le contraire. Aujourd'hui, les postes 1 ne sont plus obligatoirement des first pass players. La main n'est plus réservée aux petits. De Penny Hardaway à Ben Simmons, on voit de plus en plus de point guards dépasser les 2 mètres. On voit aussi émerger une nouvelle catégorie de joueurs, les point forwards, des ailiers poste 3 ou 4 capables de mener l'attaque. LeBron James en est le parfait exemple. Aujourd'hui, on voit aussi de plus en plus des intérieurs qui montent la balle et qui sont les principaux initiateurs offensifs. C'est le cas de Giannis et plus récemment de Wemby. Et franchement, qui de Jamal Murray et Nikola Jokic est le meneur ? Avec eux, c'est le monde à l'envers. Pareil pour Draymond et Steph. Quand on réfléchit, leur relation si particulière s'inscrit dans la continuité de l'axe 1-5. Les joueurs sont simplement de plus en plus all-around. Le niveau moyen augmente, les spécialités s'effacent au profit d'un jeu positionless. Les meneurs à l'ancienne n'existeront peut-être plus, mais les ball handlers dominants, eux, continueront de faire du sale. On peut cependant s'interroger sur l'avenir des petits, surtout en NBA. Car si des grands gaillards de 2,20 m commencent eux aussi à crosser tout ce qui bouge, ça va être très compliqué pour les mecs en dessous d'1,95 m. Et franchement, qui voudrait d'une ligue où tout le monde mesure la même taille et joue de la même manière ? Pas nous en tout cas. Donc, on compte sur les petits pour continuer de bousculer les codes. Pour survivre, ils devront obligatoirement s'adapter et innover, comme ils l'ont toujours fait. Ainsi va le cycle de la NBA.